Ma robe était déchirée, imprégnée de jus violet, mes genoux douloureusement éraflés par le marbre glacé du grand salon. Le sol miroitant, d'habitude si impeccable qu'il reflétait le moindre défaut, me renvoyait l'image d'une folle, les cheveux en pagaille, le visage souillé, et face à moi, le roi Pierre de la Croix, ou du moins son ombre imposante. Il rugissait, sa voix profonde faisant vibrer les lustres qui pendaient du plafond comme des lames de cristal. « Que signifie tout cela » cria-t-il, sa fureur pure et non filtrée secouant les murs, secouant mon être tout entier. J'étais là, haletante, le cœur tambourinant dans ma poitrine, au point de me donner la nausée, incapable de trouver mes mots. Le regard glacial de Pierre me traversait, mais je n'arrivais pas à m'expliquer. Tout le monde me regardait comme si j'étais folle, une menace pour la paix du château. Et peut-être que je l'étais devenu un peu. Comment en étais-je arrivé là, à crier dans un bal de la haute société, à me jeter sur un enfant sous les yeux de tous? Il fallait remonter un peu, beaucoup même avant ce chaos. Tout cela, cette folie ambiante, avait commencé par une enveloppe, une de ces horreurs de papier épais, tissé comme de l'or filé, avec un blason élégant. Un loup argenté enchevêtré dans des ronces. Elle avait atterri sur ma table de cuisine un jour de pluie battante à Rennes, lourde comme une pierre tombale. Je vivais alors dans un petit appartement, juste assez grand pour moi et mes factures. Mon propriétaire, M. Leclerc, un bêta âgé au visage bienveillant mais aux yeux calculateurs, me l'avait tendu du seuil de la porte. « Il faut que tu y ailles, Marie », avait-il dit en s'éclaircissant la gorge, l'air désolé mais ferme. La dette médicale de ta mère, les collecteurs du clan sont impatients. Si tu participes au gala, le roi verse une allocation juste pour ta présence. Ça couvre 3 mois de loyer. 3 mois de répit, c'était tentant, un petit souffle. Mais le goût était amer. J'avais jeté l'enveloppe sur la table laminée, déjà marquée par l'usage. C'est une boucherie, Monsieur Leclerc. Pierre de la Croix ne cherche pas une Luna. Il cherche un coup de pub pour masquer le fait qu'il est un tyran sans cœur. Les rumeurs, elles couraient plus vite que les bus dans les rues de Rennes. Pierre de la Croix, le PDG de Delacroix Global, régnait sur un empire colossal, le plus grand conglomérat de loups-garous de la côte atlantique. Il contrôlait les lignes maritimes, les entreprises technologiques, et 3 territoires massifs. Mais sa vie privée était une tragédie enveloppée de mystères. Sa compagne était morte il y a 5 ans lors d'une attaque de renégats qui avaient laissé leur fils, Léon, paralysé et muet. Depuis, Pierre était devenu un fantôme violent et terriblement efficace. Et voilà que soudainement, il organisait les épreuves de la Luna. « Je suis une Oméga », avais-je rétorqué, la voix tendue. Je sers des cafés dans un restaurant de quartier. Je ne porte pas de robe de soie et je ne fréquente certainement pas des gens comme Clémence Saint-Jacques. Monsieur Leclerc avait pointé du doigt les petits caractères de l'invitation. C'est obligatoire pour les lignées éligibles qui sont endettées, Marie. Si tu refuses, ils saisissent tes salaires. Tu te retrouveras à la rue. J'avais fermé les yeux, ma mère. Elle avait combattu le cancer pendant 3 ans. L'assurance du clan avait refusé les traitements expérimentaux, me forçant à emprunter auprès d'usuriers, des charognards sanctionnés par la trésorerie de l'Alpha. J'avais 24 ans, je faisais des doubles services et je me noyais. Bien, avais-je chuchoté, la voix nouée dans ma gorge, j'irais, je mangerais sa nourriture gratuite, boirais son champagne hors de prix, et je serais éliminé au premier tour. Mais je ne m'habillerais pas pour lui. C'était un acte de rébellion futile, je le savais, mais il me semblait vital à cet instant. Je ne serais pas une marionnette dorée, et j'y étais allé. Le château de la Forêt-Noire, niché sur les falaises escarpées de la côte bretonne, n'était pas tant une maison qu'une forteresse ancienne, comme arrachée à une légende sombre. Les vagues se brisaient violemment en contrebas,
Un écho assourdissant à l'orage qui grondait dans le ciel, préfigurant peut-être la tempête qui m'attendait. Je suis arrivé dans une navette, entassée avec une dizaine d'autres filles. Elles portaient des robes de créateurs louées ou achetées pour des milliers d'euros, toutes des reines potentielles. Moi, j'avais une simple robe de cocktail bleu marine dénichée dans une friperie à Rennes. Elle épousait mes courbes modestement, mais le tissu était rêche, bon marché. J'avais levé la tête, les cheveux châtains tirés en un chignon strict, défiant sans le dire les regards hautains. Le grand hall d'entrée était une prison dorée, étouffant sous le poids des lustres grands comme des voitures. L'air était saturé de parfums chers, de sueur nerveuse et de cette odeur métallique sous-jacente des phéromones compétitives qui rendaient l'atmosphère irrespirable. « Regardez la bonne œuvre », avait lancé une voix moqueuse. Je n'avais pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était Clémence Saint-Jacques. Clémence était la fille de M. de Verneuil, le gamin. Blonde, statuaire, elle portait une robe rouge qui devait coûter plus que toutes mes économies. J'ai entendu dire qu'elle travaille au Café du Marché, avait gloussé sa copine, Sophie. Elle doit sentir la graisse de bacon. Mieux que de sentir le désespoir, avais-je marmonné dans ma barbe, attrapant un verre d'eau pétillante sur un plateau qui passait. Ma main tremblait légèrement, pas de peur, mais d'une rage sourde qui commençait à bouillir en moi. Je n'avais rien à perdre, et ça me donnait un curieux sentiment de liberté. C'est là que tout s'était tu. Les lourdes portes en chêne, en haut du grand escalier, s'étaient ouvertes. Le roi Pierre de la Croix était apparu. Il était terrifiant. Il mesurait bien plus d'1,90 m, des épaules larges, capable de porter le poids de l'empire qu'il gouvernait. Ses cheveux étaient noirs comme une aile de corbeau, ses yeux de la couleur des nuages d'orage, gris et tumultueux. Il portait un smoking qui lui allait comme une seconde peau, mais son énergie était brute, prédatrice. Il ne ressemblait pas à un hôte, il ressemblait à un gardien, à un geôlier. À ses côtés se tenait son bêta, Gustave, tenant un bloc-notes, mais nulle trace de son fils. « Bienvenue !» La voix de Pierre avait résonné, profonde et baryton. Elle n'avait pas besoin de microphone. Vous êtes ici parce que ce clan a besoin d'une figure maternelle, d'une Luna. Mes conseillers me disent que je dois stabiliser notre image. Il avait descendu les escaliers, son regard balayant les 50 femmes comme un scanner laser. Il n'avait pas l'air impressionné, il avait l'air ennuyé. « Je me fiche de votre lignée, je me fiche de votre beauté », avait dit Pierre, s'arrêtant sur la dernière marche. « Mon fils Léon a besoin de soins. Il est difficile. La femme qui obtiendra ce poste sera sa principale gardienne. Vous serez testé non pas sur votre étiquette, mais sur votre capacité à gérer la réalité de ma maison. » Il parle du monstre, avait chuchoté Clémence à son ami, assez fort pour que je l'entende. J'ai entendu dire que le gamin crie pendant des heures, atteinte au cerveau, bave partout. Je n'aurais qu'à engager une nounou une fois que j'aurai la bague au doigt. Ma poigne sur mon verre s'était resserrée. J'avais levé les yeux vers l'alpha. Pendant une fraction de seconde, le regard de Pierre avait croisé le mien. Il avait froncé les sourcils, sentant peut-être mon pic de colère, puis il était passé à autre chose. « Profitez de la soirée », avait dit Pierre froidement. « Les tests commencent maintenant. » Il s'était retourné et était parti, disparaissant dans un couloir latéral, laissant les femmes confuses. « Quel test ?» avait demandé quelqu'un. J'avais soupiré. Je voulais juste que la nuit se termine, encaisser mon chèque et partir. Je m'étais retiré au bord de la salle, près d'un couloir de service, essayant de me rendre invisible. Je ne savais pas que le vrai test n'était pas dans la salle de bal. Il était dans l'ombre. 1 heure s'était écoulée. La fête battait son plein. Mais l'ambiance était toxique, saturée de venin. Les femmes se pavanient, essayant d'attirer l'attention du bêta ou du gamma, espérant se frayer un chemin vers le prochain tour. Ma tête commençait à me faire mal. Le bruit était excessif. J'avais glissé sous une corde de velours qui barrait d'un couloir latéral,
cherchant une salle de bain ou un balcon tranquille pour respirer. Le couloir était faiblement éclairé, tapissé de portraits d'ancêtres qui semblaient aussi misérables que Pierre. Au détour d'un virage, j'avais entendu un bruit de chute, puis un gémissement bas, frustré. J'avais marqué une pause. J'avais marché plus loin dans le couloir. Là, assis sur le tapis personne hors de prix, il y avait un petit garçon. Il avait environ 6 ans, vêtu d'un costume minuscule et inconfortable. Il était dans un fauteuil roulant motorisé, mais il s'était affaissé vers l'avant, et une assiette de nourriture gisait brisée sur le sol. De la sauce spaghetti était éclaboussée sur sa chemise blanche et sur le tapis. Le garçon tremblait, ses mains recroquevillées contre sa poitrine, un signe de paralysie cérébrale. Je l'avais reconnu instantanément. Ma cousine avait une condition similaire. Le garçon essayait d'atteindre une tablette tombée, mais ses muscles ne coopéraient pas. Mon cœur s'était brisé. Ce devait être Léon. Mais ce qui m'avait fait bouillir le sang, c'était ce que j'avais vu ensuite. 2 femmes, des candidates du bal, marchaient dans le couloir. C'était Clémence et sa seconde, Sophie. Elle s'était arrêtée, regardant l'enfant. « Oh mon Dieu, regardez le désordre !» avait dit Sophie en fronçant le nez. « C'est lui le gamin !» avait demandé Clémence, reculant pour éviter la source du désordre. « Hé, gamin, pousse-toi! On essaye de trouver le bureau de l'Alpha. » Léon avait levé les yeux. Ses yeux étaient grands, pleins de panique. Il avait ouvert la bouche, mais seul un son guttural en était sorti. Il pleurait silencieusement, ses petites épaules secouées par des sanglots silencieux. Dégueulasse, avait raillé Clémence. Elle avait utilisé la pointe de son stiletto rouge pour éloigner la tablette encore plus de la portée du garçon. « Ne me touche pas !» Elles avaient ri et avaient enjambé ses jambes, continuant leur chemin dans le couloir, comme s'il n'était qu'un obstacle, un objet insignifiant. Mon sang n'avait fait qu'un tour. Je me fichais de la hiérarchie, je me fichais du roi. J'avais foncé, me laissant tomber à genoux à côté du garçon. « Ça va aller », avais-je murmuré doucement, ma voix perdant toute l'âpreté que j'utilisais avec le monde. « Je suis là. » Léon avait tressailli, s'attendant à être grondé. « Je ne vais pas te faire de mal. » avais-je promis. J'avais sorti une serviette de ma pochette, j'en avais piqué quelques-unes, une habitude de serveuse, et j'avais doucement essuyé la sauce de son visage. « C'était un vilain accident, hein? Ça arrive. La gravité est une brute. » Léon m'avait regardé. Il avait les yeux gris orageux de son père, mais ils étaient innocents, terrifiés. J'avais ramassé la tablette et l'avais essuyée sur ma propre robe, ruinant le tissu bon marché. Mais je m'en moquais bien. J'avais vérifié l'écran. C'était une application de communication. « Tiens, mon chéri, » avais-je dit, la lui plaçant dans les mains et ajustant ses doigts pour qu'il puisse la saisir. « Tu t'es fait mal? » Léon avait secoué lentement la tête. « Où est ton infirmière? » avais-je demandé, furieuse, regardant autour de moi. « Qui t'a laissé ici seul? » À ce moment-là, de lourds pas avaient résonné sur le marbre. « Éloignez-vous de lui. » J'avais levé les yeux pour voir Pierre s'approcher à grandes enjambées, son visage orageux. Derrière lui se trouvaient 3 gardes et Clémence, qui était clairement revenue pour raconter sa version. « Je l'ai trouvé en train de le harceler, Alpha », avait menti Clémence, la voix lisse et mielleuse, se serrant les mains comme si elle était choquée. Elle a renversé sa nourriture. J'ai essayé de l'arrêter. Pierre s'était arrêté, sa silhouette imposante projetant une ombre sur Léon et moi. Il avait regardé l'assiette brisée, la sauce sur ma robe, et le visage de son fils, maculé de larmes. « Est-ce vrai? » avait grogné Pierre à mon intention. L'autorité de l'Alpha dans sa voix était suffisamment forte pour faire s'évanouir un loup moins aguerri. « As-tu blessé mon fils? » Je m'étais levé. Je tremblais, non pas de peur, mais d'une rage que je n'arrivais plus à contenir. Je mesurais à peine 1,65 m contre son 1,90 m, mais je m'étais approché de son visage. « Êtes-vous idiot ou juste aveugle? » avais-je claqué.
Le couloir entier était tombé dans un silence absolu. Les gardes avaient haleté. Personne ne parlait ainsi au roi Alpha. « Excusez-moi. » La voix de Pierre était tombée à un murmure dangereux. « Vous m'avez très bien entendu, » avais-je dit, pointant un doigt tremblant vers lui. « Vous invitez 50 étrangers chez vous, des gens dont vous savez qu'ils sont des opportunistes sans scrupules, et vous laissez un enfant handicapé seul dans un couloir. Pourquoi faire? Un appât? Un test? » Les yeux de Pierre s'étaient légèrement écarquillés. « J'ai vu ce qui s'est passé, » avais-je continué, ma voix s'élevant. « Cette femme, » j'avais pointé Clémence du doigt, « elle a enjambé votre fils comme s'il était un déchet. Elle a repoussé son appareil de communication d'un coup de pied. Et vous, » j'avais reporté mes yeux flamboyants sur Pierre. « Vous êtes le pire de tous. Vous utilisez sa vulnérabilité pour jouer à des jeux. Ce n'est pas un accessoire, Pierre. C'est un petit garçon qui a peur et qui est couvert de sauce parce que son père se soucie plus des tests que de sa dignité. » Clémence était devenue pâle. « Elle ment !» Silence avait commandé Pierre, ne quittant pas mes yeux. J'avais baissé les yeux et avais pressé doucement l'épaule de Léon. « Je m'en vais. Gardez votre allocation. Je ne veux pas de votre argent. Et je ne veux certainement pas être la Luna d'un homme qui traite son enfant comme un rat de laboratoire. » Je m'étais retourné pour partir, ma robe bon marché tachée, la tête haute. « Attendez, » avait dit Pierre. Je m'étais arrêté, mais sans me retourner. Pierre avait regardé son fils. Léon ne pleurait plus. Il regardait mon dos qui s'éloignait, et pour la première fois depuis des mois, il tendait la main. Sa petite main était étendue vers moi. Pierre l'avait vu. Il avait senti un coup de poing dans son estomac. Il avait en effet mis en scène le scénario du couloir comme un test. Il avait observé via des caméras cachées, même s'il était arrivé trop tard pour voir le début de l'interaction. Il avait vu Clémence enjamber Léon. Il m'avait vu le nettoyer, mais il ne s'était jamais attendu à être réprimandé. « Vous n'êtes pas renvoyée, mademoiselle Dubois, » avait dit Pierre. Je m'étais retourné, lui jetant un regard furieux. « Je ne suis pas l'un de vos soldats. Je suis une citoyenne libre et je rentre chez moi. »« Vous avez une dette, » avait dit Pierre, sa voix passant de la colère à quelque chose de plus calculateur. 200 000 € de frais médicaux pour votre défunte mère, détenue par Delacroix Finance. J'étais devenu glacial. Comment savez-vous cela? Je sais tout sur tout le monde dans cette pièce, avait dit Pierre. Il avait fait un pas de plus, envahissant mon espace personnel. Son parfum, pluie, cèdre et pouvoir était enivrant. Vous avez réussi le test, Marie. Vous êtes la seule à l'avoir défendu. Vous êtes la seule à ne pas vous soucier de qui j'étais. Je ne veux pas de ce poste, avais-je sifflé. Je ne vous offre pas un poste, avait dit Pierre, ses yeux s'assombrissant. Je vous offre un accord. Vous restez. Vous vous occupez de Léon. Vous agissez comme ma Luna pendant 1 an et j'efface votre dette. J'achèterai même la maison de votre mère à la banque. Je l'avais regardé fixement. C'était un pacte avec le diable. Mais j'avais baissé les yeux vers Léon. Le garçon me regardait avec une telle espérance désespérée que ma résolution s'était brisée. « Et si je refuse ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. « Alors vous sortez par cette porte » avait dit Pierre avec indifférence, même si son cœur tambourinait dans sa poitrine d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Et les collecteurs de dettes arrivent demain matin. » J'avais serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. J'avais regardé Clémence qui bouillonnait de jalousie. J'avais regardé le roi arrogant. Et enfin, j'avais regardé le garçon. 1 an, avais-je dit, ma voix glaciale. Strictement professionnelle. Je m'occupe de Léon. Je ne m'occupe pas de vous. Le coin des lèvres de Pierre s'était retroussé en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marché conclu. Franchement, à ce moment-là, je me suis senti ridicule. Moi, Marie Dubois, l'oméga qui servait des cafés à Rennes, propulsé dans ce château de fous. Un roi qui utilisait son propre fils comme un test de loyauté? Qui aurait cru ça?
Ça sonnait comme une de ces histoires d'horreur qu'on se raconte au coin du feu, sauf que c'était ma vie. Et le pire, c'est que je ne savais même pas si je faisais la bonne chose. Pour Léon, oui, évidemment. Mais pour moi, est-ce que je me vendais? J'étais tellement désorienté par tout ça. La dette, la pression, le gamin, c'était un tourbillon. Et je ne savais absolument pas nager dans ce genre de tempête. Je me demandais sans cesse si ma mère aurait approuvé. Elle, qui m'avait toujours dit de me battre pour ma dignité, qu'aurait-elle pensé de ce marché conclu avec un homme qui me traitait comme une servante de luxe? L'encre de l'accord de confidentialité était à peine sèche que ma vie était emballée dans 2 cartons et transférée dans l'ailette du château de la Forêt-Noire. On ne m'avait pas donné les appartements de la Luna. Pierre avait été très clair. Ces pièces appartiennent à ma défunte épouse, avait-il dit, sa voix vide d'émotion. Vous logerez dans la suite d'invités en face de la chambre de Léon. Vous êtes une employée avec un titre, rien de plus. La première semaine avait été une leçon d'isolement. Le manoir était un labyrinthe de marbre froid et de serviteurs silencieux qui me regardaient avec suspicion. Pour eux, j'étais juste l'oméga du restaurant, une croqueuse de diamants qui avait piégé leur alpha. Mais je ne m'en souciais pas. Je me souciais de Léon. La chambre de Léon était stérile. Elle ressemblait plus à une salle d'hôpital haut de gamme qu'à une chambre d'enfant. Des murs blancs, des équipements médicaux émettant des bips rythmiques et une étagère de jouets qui semblait n'avoir jamais été touchée. « Bonjour, Léon », avais-je dit le 3e jour en entrant dans la pièce et en ouvrant les lourds rideaux de velours. La lumière du soleil, rare pour la côte bretonne, avait inondé la pièce. Léon, assis dans son fauteuil près de la fenêtre, avait plissé les yeux et les avait protégés avec ses mains. Une infirmière, une femme sévère nommée Madame Garnier, avait haleté. Mademoiselle Dubois, l'alpha préfère les rideaux tirés. Léon est sensible à la lumière. C'est un garçon, pas un vampire, Madame Garnier, avais-je dit fermement. Et il est déprimé. La lumière du soleil aide les niveaux de sérotonine. À moins que vous n'ayez un diplôme de médecine qui prouve le contraire, les rideaux restent ouverts. Madame Garnier avait poussé un soupir exaspéré, serrant son bloc-notes, mais elle n'avait pas discuté. Elle avait quitté la pièce, marmonnant qu'elle allait signaler cela à Pierre. J'avais mis de côté la mesquinerie des adultes pour me concentrer sur Léon. Je m'étais agenouillé à côté de Léon, prête pour le petit déjeuner. J'ai entendu dire que le chef a fait du gruau, ce qui est ennuyeux, alors j'y ai glissé quelques pépites de chocolat. Les yeux de Léon s'étaient illuminés. Un petit sourire tordu était apparu sur son visage. C'était la première fois que je le voyais sourire, un petit rayon de soleil dans ce palais si froid. Mais la paix n'avait pas duré. Ce soir-là, Pierre était revenu d'une patrouille à la frontière du clan. Il sentait la pluie et l'agression. Il avait fait irruption dans la salle à manger où je nourrissais Léon. « J'ai reçu un rapport », avait dit Pierre, jetant sa veste sur une chaise. Il ne s'était pas assis. Il m'avait surplombé, intimidant. « Vous avez renvoyé le physiothérapeute aujourd'hui. » Je n'avais pas tressailli. J'avais essuyé la bouche de Léon. Le thérapeute lui faisait mal. Elle forçait les exercices d'amplitude de mouvement au-delà de son seuil de douleur. Léon pleurait et elle l'ignorait parce qu'il ne parle pas. Je l'ai viré. Pierre avait claqué sa main sur la table. Les couverts avaient tremblé. Léon avait gémi et s'était recroquevillé dans son fauteuil roulant. « Vous n'avez pas l'autorité de renvoyer mon personnel », avait grogné Pierre. « Léon a besoin de cette thérapie pour prévenir l'atrophie musculaire. Vous le couvez. »« Je l'écoute », avais-je dit en me levant, faisant face à son regard. « Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler qu'il ne communique pas. Il souffrait le martyre. Pierre, il y a d'autres thérapeutes, des plus doux. J'ai téléphoné aujourd'hui et j'ai trouvé un spécialiste à Nantes qui travaille avec des patients atteints de paralysie cérébrale en utilisant l'hydrothérapie. C'est moins douloureux. » Pierre s'était arrêté. La colère dans ses yeux s'était transformée en confusion. « Vous avez fait des recherches? » « Oui, j'ai passé 4 heures à lire ces dossiers médicaux pendant que vous jouiez aux soldats, avais-je claqué.
Je connais sa dysplasie de la hanche. Je connais son trouble du traitement sensoriel. Vous? Ou vous contentez-vous de signer les chèques et d'espérer que le problème disparaîtra? Le silence qui s'était étiré entre nous était si épais qu'on aurait pu l'étouffer. Pierre avait regardé cette petite femme Oméga, portant un jean et un T-shirt dans sa grande salle à manger, le défiant sur le bien-être de son propre fils. Personne ne l'avait affronté sur les soins de Léon depuis 5 ans. Tout le monde était d'accord avec lui, terrifié par son tempérament. Hydrothérapie, avait répété Pierre, le mot sonnant étranger. Oui, à la piscine demain, avais-je dit, et j'avais ajouté téméraire, et vous devriez venir. J'ai des réunions. Annulez-les, avais-je dit, me tournant vers Léon. C'est votre fils, pas votre projet. Il a besoin de son père dans l'eau avec lui, pour le soutenir, pas de le regarder depuis un balcon. Pierre avait fixé l'arrière de ma tête. Il voulait hurler, il voulait me rappeler de ma place, mais il avait regardé Léon, qui me regardait avec une adoration absolue. Bien, avait grogné Pierre. Demain, 14 heures. Si ça tourne mal, Dubois, vous êtes dehors. Si ça tourne mal, avais-je rétorqué. Je ferai mes valises moi-même. L'après-midi suivant, la piscine intérieure était chauffée. Je portais un maillot de bain, une pièce modeste. J'étais nerveuse. Pierre était apparu, portant un short de bain, révélant un corps cicatrisé et sculpté par des années de guerre. Une énorme cicatrice de griffes parcourait sa poitrine, un souvenir de l'attaque des renégats qui lui avaient pris sa compagne. Faire entrer Léon dans l'eau était un processus délicat. Mais une fois qu'il était dans la pesanteur, la magie avait opéré. L'eau soutenait son poids, ses jambes, habituellement raides et douloureuses, se détendirent. « Tenez-le ici », avais-je instruit Pierre, guidant ses grandes mains vers la terre de Léon. Pierre avait tressailli au contact. Il n'avait pas tenu son fils correctement depuis des années. Il était terrifié de le briser. « Détendez-vous », avais-je murmuré, me rapprochant de lui. « Il peut sentir votre tension. »« Respirez juste, Pierre. » Pierre avait baissé les yeux. Léon battait des mains, riant. Un son humide et gargouillant de pure joie. L'eau éclaboussait le visage de Pierre. Pendant un instant, le roi Alpha avait oublié son chagrin. Il avait oublié la politique. Il n'avait vu que son garçon. Il avait levé les yeux vers moi. Mes cheveux mouillés étaient collés à mon visage, mes yeux brillants de triomphe. J'étais belle, non pas de la beauté polie et factice de la haute société louve, mais d'une beauté brute, authentique. « Il aime ça », avait murmuré Pierre, sa voix étrangement douce. « Il adore ça », avais-je corrigé. Nous étions restés dans l'eau pendant 1 heure. Pour la première fois, la cage dorée semblait un peu moins une prison et un peu plus une maison. Mais en dehors des murs du château, la nouvelle de l'Oméga Luna se répandait, et Clémence Saint-Jacques n'était pas sur le point de laisser une serveuse lui voler sa couronne sans se battre. 2 semaines plus tard, le gala annuel de la Lune charitable était arrivé. C'était l'événement social le plus important de l'année pour l'aristocratie des loups-garous. Chaque alpha des territoires voisins serait là. C'était aussi mes débuts de public en tant que fiancé. « Vous devez être à la hauteur », m'avait dit Gustave, le bêta, alors qu'une équipe de stylistes déferlait dans ma chambre. « La presse sera vicieuse. Si vous paraissez faible, les cours de l'action Delacroix globale chuteront. C'est aussi simple que ça. » Il m'avait vêtu d'une robe en soie argentée, scintillante, qui épousait chaque courbe, avec une fente qui montait jusqu'à mi-cuisse. Ils avaient mis des diamants autour de mon cou, des pierres lourdes et froides qui me serraient comme un collier. Quand j'avais descendu le grand escalier, Pierre m'attendait en bas. Il portait un smoking noir. Quand il avait levé les yeux et m'avait vu, il avait eu un hoquet. Il l'avait rapidement masqué par un froncement de sourcils. « Ne trébuchez pas, avait-il seulement dit. « Toujours aussi charmant, votre majesté, avais-je répondu sèchement. La salle de bal était un véritable aquarium à requins. Dès que nous étions entrés, des centaines d'yeux s'étaient fixés sur nous. Des murmures avaient fusé dans la foule, comme des volutes de fumée. « C'est elle, la bonne œuvre, paraît-il.
Elle l'a séduit pour rembourser une dette. Elle n'a même pas l'odeur d'un loup, faible. J'avais serré le bras de Pierre. Ses muscles étaient durs comme du roc. Tenez bon, avait-il chuchoté en se penchant. Tête haute, vous êtes avec moi. C'était la première fois qu'il m'offrait un soutien verbal. Cela m'avait donné la force de sourire. C'est là que j'avais vu Clémence. Clémence portait de l'or, l'air d'un trophée, un sourire parfait accroché à ses lèvres, mais ses yeux perçaient comme des lames. Elle se tenait avec son père, Monsieur de Verneuil, le gamin, près du buffet. Quand elle m'avait vu, ses yeux s'étaient plissés en fente. « Marie, ma chère !» Clémence avait traversé la salle, son faux sourire plaqué au visage. « Vous avez l'air étonnamment adéquate. Les stylistes ont-ils dû faire des heures supplémentaires? »« Bonjour, Clémence, avais-je dit froidement. Vous avez l'air coûteuse. » Pierre, Clémence avait ronronné, m'ignorant et touchant le biceps de l'alpha. Mon père doit vous parler seul des disputes frontalières du Nord. Pierre m'avait regardé. Restez ici. Ne parlez pas à la presse. Je reviens dans 5 minutes. Il m'avait laissé là. J'étais resté seul près de la fontaine à chocolat, me sentant terriblement exposé, le cœur battant à tout rompre. J'avais scanné la pièce à la recherche de Léon. Pierre avait insisté pour que Léon participe pendant 1 heure pour montrer l'unité familiale. Le garçon était dans son fauteuil roulant, dans un coin, sous la surveillance de Madame Garnier. J'avais commencé à marcher vers lui quand un serveur m'avait bousculé, renversant du champagne sur ma jupe. « Oh, je suis tellement désolé, mademoiselle », avait crié le serveur. « Ce n'est rien », avais-je dit, distraite, essuyant ma robe. C'est dans cette fraction de seconde de distraction que Clémence avait passé près du fauteuil roulant de Léon. J'avais levé les yeux juste à temps pour voir la main de Clémence planer au-dessus de la tasse de jus spécialisée de Léon qui reposait sur son plateau. C'était un mouvement de prestidigitation rapide. Une petite pincée de poudre blanche était tombée dans la tasse. Clémence avait continué à marcher, disparaissant dans la foule. Mon cœur s'était arrêté. Je ne savais pas ce qu'était cette poudre, mais je savais que Clémence était capable de tout le mal du monde. Léon avait tendu la main vers la tasse. « Non !» avais-je crié. J'avais abandonné toute étiquette. J'avais remonté ma robe argentée et j'avais sprinté à travers la salle de bal sur mes talons. La musique s'était arrêtée, les têtes s'étaient tournées. L'oméga folle courait, Léon avait la paille à ses lèvres. J'avais plongé, je m'étais littéralement jeté sur le fauteuil roulant, faisant tomber la tasse de la main de Léon. Le jus violet avait éclaboussé partout. Sur le costume blanc de Léon, sur Madame Garnier et sur le sol immaculé. « Comment osez-vous » avait hurlé Madame Garnier, livide. « Folle » Léon avait éclaté en sanglots, terrifié par ma violence soudaine. Pierre était revenu en courant, la foule s'ouvrant devant lui. Il avait vu son fils pleurer, le désordre, et moi haletante sur le sol, ma robe ruinée. « Que signifie tout cela » avait rugi Pierre, sa voix faisant trembler les lustres. « Elle est instable, Alpha. » Clémence avait émergé de la foule, l'air horrifié. Je l'ai vue. Elle l'a attaqué. Elle lui a giflé le verre de la main. Elle est clairement en pleine crise de nerfs. Elle n'est pas apte à être Luna. La foule avait murmuré son accord. Psycho, incapable, dangereuse. Pierre m'avait regardé. Ses yeux étaient d'une fureur glaciale. Expliquez-vous maintenant. Je m'étais relevé à genoux avec peine. Je n'avais pas regardé Pierre. J'avais regardé la flaque de jus sur le sol. Elle pétillait légèrement. Le verre, avais-je haleté. Clémence y a mis quelque chose. Menteuse. Clémence avait haleté. Alpha, c'est de la calomnie. J'étais de l'autre côté de la pièce. Vérifiez les caméras, avais-je crié. Et vérifiez la boisson. C'est ridicule, Monsieur de Verneuil, le père de Clémence, s'était avancé. Ma fille est de noble lignée. Vous ne l'accuserez pas, vous, la lie. Testez la boisson, avais-je crié, désespéré. Léon est gravement allergique aux cacahuètes. Si cette poudre était de la poussière de cacahuète,
Il aurait fait un choc anaphylactique en quelques secondes. Il serait mort, Pierre. Pierre était resté immobile. Poussière de cacahuète. C'était un outil d'assassin commun pour les cibles allergiques car il se dissolvait rapidement et ressemblait à du sucre. Gustave, avait dit Pierre, sa voix mortellement calme. Allez chercher le kit de test, maintenant. Pierre, vous ne pouvez pas être sérieux. Clémence avait ri nerveusement. Vous allez m'humilier parce que la bonne est paranoïaque? Gustave était revenu en courant avec un scanner de toxines portable utilisé pour la nourriture de l'alpha. Il avait trempé le capteur dans la flaque sur le sol. La salle avait retenu son souffle. Bip, bip, bip. Une lumière rouge avait clignoté. Positif, avait annoncé Gustave, son visage pâle. Forte concentration de protéines d'arachide. Dose létale pour un enfant du poids de Léon. Le silence dans la salle de bal était absolu. Le visage de Clémence était devenu blanc. Elle avait fait un pas en arrière. Quelqu'un d'autre a dû... Pierre s'était lentement tourné pour faire face à Clémence. La température dans la pièce semblait chuter de 10 degrés. Son loup refaisait surface, ses yeux brillants d'un or lumineux et prédateur. « Vous avez essayé de tuer mon fils », avait murmuré Pierre. C'était plus effrayant que s'il avait crié. « Non, je voulais juste qu'elle ait l'air mal. Ce n'était pas censé le tuer. Juste le rendre malade, avait lâché Clémence, réalisant trop tard ce qu'elle avait avoué. « Garde », avait aboyé Pierre. « Emportez-la dans les cellules et son père pour interrogatoire. » Alors que les gardes emmenaient une Clémence hurlante, Pierre s'était retourné vers moi. J'étais toujours sur le sol, les genoux contusionnés, ma robe tachée de jus violet. Je tremblais, l'adrénaline s'écroulant. Pierre s'était agenouillé. Il se fichait du jus, il se fichait de la foule. Il avait pris mon visage entre ses mains. « Vous l'avez sauvé », avait-il dit, sa voix empreinte d'une révérence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Je vous l'ai dit », avais-je chuchoté, les larmes finissant par déborder. « Je le protège. Vous, les gens, vous ne protégez que la politique, » avait dit Pierre en me soulevant dans ses bras, à la manière d'une mariée. Il s'était levé, me tenant contre sa poitrine. Il avait regardé la foule d'élite stupéfaite. « Le gala est terminé », avait annoncé Pierre. « Tout le monde dehors. » Il m'avait porté le long du grand escalier, laissant derrière lui le monde des chuchotements. Pour la première fois, il ne voyait pas une dette à payer. Il voyait un partenaire. Mais tandis qu'il me portait, j'avais ressenti une douleur aiguë sur le côté. J'avais baissé les yeux. En plongeant pour sauver Léon, je m'étais heurté au bord métallique du fauteuil roulant. Mon flanc saignait, tachant la robe argentée d'écarlate. « Pierre !» avais-je chuchoté, ma vision se brouillant. Il avait baissé les yeux et avait vu le sang. Ses yeux s'étaient écarquillés de panique. « Médecin !» avait hurlé le roi Alpha, sprintant dans le couloir. « Vite, un médecin !» Le bip régulier du moniteur cardiaque était la première chose que j'avais entendue. J'avais cligné des yeux. Les lumières blanches crues de l'aile médicale de Delacroix m'avaient fait plisser les yeux. J'avais essayé de m'asseoir, mais une douleur aiguë et brûlante sur le flanc avait forcé un halètement à s'échapper de mes lèvres. « Ne bougez pas », avait commandé une voix grave. Elle n'était pas en colère. Elle était rauque, épuisée. J'avais tourné la tête. Pierre était assis sur une chaise en plastique à côté de mon lit. Il avait l'air terrible. Sa chemise de smoking était déboutonnée au col. Sa mâchoire était couverte d'une barbe épaisse et ses yeux étaient injectés de sang. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. « Léon », avais-je râlé, la gorge sèche. « Il va bien », avait dit Pierre, se penchant pour me verser un verre d'eau d'une main tremblante. « Il dort dans la pièce d'à côté. Il a refusé de retourner à la crèche. Il voulait être près de vous. » J'avais pris l'eau, la buvant lentement. Les souvenirs du gala m'avaient envahi. Le jus, le plongeon, le métal s'écrasant contre mes côtes. 3 côtes oissées et une rate lacérée. Pierre avait récité le rapport médical comme si c'était une liste de ses propres échecs. Vous avez eu besoin d'une chirurgie d'urgence.
Vous avez perdu beaucoup de sang. Je suis vivant, avais-je chuchoté, et Léon est vivant, c'est ce qui compte. Pierre s'était levé et avait marché jusqu'à la fenêtre, fixant l'océan gris. Je pensais que vous étiez une croqueuse de diamants, avait-il dit doucement. Quand j'ai vu votre dossier, la dette, la pauvreté, j'ai pensé que vous étiez juste une autre Oméga désespérée à la recherche d'une aubaine. Je pensais pouvoir acheter votre soumission. Il s'était tourné vers moi, son expression à vif. Mais je me suis trompé. Vous n'avez pas plongé devant ce fauteuil roulant pour de l'argent. Vous ne m'avez pas affronté pour un salaire. Je l'ai fait parce que c'est un enfant, avais-je dit doucement. Et parce qu'il mérite d'être aimé, Pierre, pas seulement géré. Pierre avait regardé ses mains. J'ai oublié comment faire ça. Quand ma compagne est morte, quand j'ai vu Léon dans ce fauteuil roulant, incapable de parler, j'ai eu l'impression de l'avoir déçu. Chaque fois que je le regardais, je voyais mon échec. Alors je me suis éloigné. Je pensais que si je construisais un empire, si je rendais Delacroix Global intouchable, il serait en sécurité. Mais je construisais une forteresse alors que l'ennemi était déjà à l'intérieur. Octon. Il était revenu au lit et s'était assis sur le bord, faisant attention de ne pas me secouer. Il m'avait pris la main. Sa peau était rugueuse, chaude et électrique contre la mienne. Clémence a parlé, avait révélé Pierre, sa voix s'assombrissant. Elle n'a pas agi seule. Son père, Monsieur de Verneuil, détournait de l'argent de mes comptes. Il voulait Léon hors de leur chemin pour que lorsque je mourrais finalement, le leadership passe à la lignée du gamin et non à mon fils handicapé. Ils allaient le tuer, Marie, lentement, avec de la poussière d'arachide et la négligence. J'avais serré sa main. Ils sont partis maintenant. Ils sont au cachot, en attente du jugement du conseil, avait corrigé Pierre. Mais cela ne répare pas ce que j'ai brisé. J'ai besoin de vous, Marie. Léon a besoin de vous. J'ai un contrat, lui avais-je rappelé, même si mon cœur tambourinait. 1 an. Brûler le contrat, avait dit Pierre avec intensité. Je ne veux pas d'une employée. Je veux... Il avait hésité, le roi impitoyable luttant pour trouver ses mots. Je veux la femme qui a sauvé mon fils. Je veux que vous restiez parce que vous le voulez, pas à cause d'une dette. Avant que je ne puisse répondre, la porte avait grincé. Un petit fauteuil roulant avait vrombi. Léon portait son pyjama, serrant un loup en peluche. Quand il m'avait vu éveillé, son visage s'était illuminé. Il avait roulé jusqu'au lit, les larmes aux yeux. « Salut, mon grand », avais-je souri, ignorant la douleur dans mes côtes pour tendre la main vers lui. Léon avait saisi ma main et l'avait pressée contre sa joue. Puis, il avait regardé son père. Il avait fait une série de gestes avec ses mains, maladroits, mais délibérés. Pierre avait froncé les sourcils. Je ne sais pas ce qu'il dit. J'avais observé les mains du garçon. J'avais étudié le langage des signes en ligne le soir, soupçonnant que Léon pourrait l'apprendre si on lui en donnait la chance. Il ne signe pas, avais-je réalisé. Il vous montre du doigt, puis moi, puis lui. Léon l'avait refait. Papa, Marie, Léon. Puis il avait joint ses mains et entrelacé ses doigts. Pierre avait regardé son fils, puis moi. La glace autour de son cœur, qui fondait depuis des semaines, s'était finalement brisée. « D'accord, Léon », avait chuchoté Pierre, sa voix nouée d'émotion. « Ensemble. » La convalescence avait été lente, mais l'atmosphère du château de la Forêt-Noire avait changé. Les rideaux étaient ouverts, de la musique jouait dans les couloirs. Le personnel, voyant comment l'Alpha traitait Marie, avait commencé à la traiter avec un respect sincère. Un matin pluvieux, alors que je sortais à peine de ma convalescence, j'avais remarqué la différence, M. Martin. Même le chef de la sécurité, un homme imposant nommé Olivier, m'avait salué, son regard lointain un peu moins indifférent. Ça m'avait presque fait sourire. 2 semaines après mon opération, j'étais assise dans le jardin avec Léon, lisant d'un livre, quand les alarmes de sécurité s'étaient mises à hurler.
Hou hou, hou hou, hou hou, code rouge. La voix de Gustave avait résonné dans l'interphone. Brèche périmétrique, Alpha. Nous avons des hostiles à la porte nord. Mon instinct avait pris le dessus. J'avais laissé tomber le livre. Léon, allons-y. J'avais attrapé les poignets de son fauteuil roulant. Le moteur était trop lent pour une urgence et j'avais commencé à le pousser vers la maison. Pierre était sorti en courant par la porte arrière, un pistolet à la ceinture, ses yeux brillants d'or. « Allez au bunker !» m'avait crié Pierre. « Ce sont les loyalistes de M. de Verneuil. Les hommes restants du Gamma essaient de le faire sortir des cellules et ils utilisent la maison comme diversion. »« Allez !» avais-je crié en retour. « Je m'occupe de Léon !» Pierre avait hésité une fraction de seconde, me regardant. « Je viendrai vous chercher, je le promets. » Puis il avait muté. Les os avaient craqué et se sont remodelés alors qu'il explosait en un immense loup noir de minuit. Il avait rugi et s'était précipité vers la porte nord pour diriger la défense. J'avais poussé Léon dans la bibliothèque où l'entrée du bunker était cachée derrière une étagère. J'avais tapé le code que Pierre m'avait enseigné. Accès refusé. Je m'étais figé. J'avais tapé de nouveau. Accès refusé. Système forcé. Avait dit une voix froide derrière moi. Je m'étais retourné, protégeant Léon de mon corps. Debout dans l'embrasure de la porte, il n'y avait pas un soldat, mais M. Philippe, le chef de la sécurité du domaine, un homme en qui Pierre avait eu confiance pendant 10 ans. Il tenait un pistolet et il souriait. « Philippe !» avais-je soufflé. « Vous travaillez avec eux. » M. de Verneuil payait mieux, avait haussé les épaules Philippe. Et il m'a promis le poste d'Alpha une fois Pierre mort, mais d'abord, j'ai besoin d'un levier pour que le roi se rende. Il avait pointé le pistolet sur Léon. « Viens ici, gamin. » Léon avait gémi, enfouissant son visage dans mon ventre. « Sur mon cadavre, avais-je grogné. Je n'étais pas une métamorphe. Je n'avais pas de griffes, mais j'avais la rage d'une mère protégeant son petit. « Ça peut s'arranger, avait dit Philippe en levant le pistolet. J'avais regardé autour de moi frénétiquement. Un lourd globe en laiton reposait sur le bureau. Un coupe-papier insuffisant contre un pistolet. « Léon !» avais-je chuchoté, ma main trouvant le joystick de son fauteuil roulant motorisé. « Tu me fais confiance ?» Léon avait levé les yeux et avait hoché la tête. « Baisse-toi. » J'avais poussé le joystick à la vitesse maximale. Le lourd fauteuil roulant motorisé avait décollé comme un bélier. Philippe, s'attendant à ce qu'il se recroqueville, n'était pas prêt. Le repose-pied métallique de la chaise s'était écrasé contre ses tibias avec un craquement répugnant. Philippe avait hurlé et avait tiré le pistolet à l'aveugle. La balle avait brisé un vase à côté de ma tête. Alors que Philippe tombait, j'avais bondi. Je n'avais pas visé le pistolet. J'avais visé les lourds rideaux antiques. J'avais tiré le cordon de retenue de toutes mes forces. Le lourd tissu de velours s'était effondré, enfouissant le traître qui se débattait sous une montagne de tissu. « Cours, Léon, va !» avais-je crié, saisissant le pistolet qui avait glissé sur le sol. Philippe se frayait un chemin hors du tissu, se transformant en loup. Une bête marron galeuse, il avait grogné, déchiquetant le velours. Je tenais le pistolet d'une main tremblante. Je n'avais jamais tiré avec une arme de ma vie. Le loup avait bondi. Pan! Je n'avais pas tiré. Le coup était venu de la porte de la terrasse. Le loup de Philippe avait gémi et s'était effondré. Une fléchette tranquillisante plantée dans son cou. Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte brisée, de nouveau sous forme humaine, torse nu, du sang tachant sa poitrine, mais aucun n'était le sien. Il tenait un fusil de gros calibre. Il m'avait regardé, tenant le pistolet. Il avait regardé Léon, qui avait reculé son fauteuil pour percuter le traître. Pierre s'était avancé, avait posé son pied sur le cou du traître inconscient pour s'assurer qu'il restait à terre, puis m'avait serré dans une étreinte à m'écraser les os. « Vous avez raté le bunker », avait-il murmuré dans mes cheveux, son cœur martelant ma poitrine. « Le verrou était bloqué », avais-je dit, tremblant, l'adrénaline s'estompant. Nous avons improvisé. Pierre avait regardé son fils. «
Tu lui as roulé dessus? Léon avait souri, un sourire hésitant, terrifié mais fier. Pierre avait rejeté la tête en arrière et avait ri, un son de pur soulagement. C'est mon garçon, c'est mon clan. Le silence qui s'était abattu sur le château de la Forêt-Noire dans les semaines suivant le siège n'était pas le silence d'une tombe comme il l'avait été avant mon arrivée. C'était le silence d'une respiration suspendue, une pause avant un nouveau commencement. Le nettoyage avait été brutal et efficace. Pierre n'avait pas seulement viré l'équipe de sécurité. Il avait démantelé toute l'infrastructure que le traître M. de Verneuil avait construite. Pendant 3 semaines, le domaine avait été un défilé d'interrogateurs, de comptables judiciaires et de membres du conseil. Pierre était impitoyable. Il avait dépouillé M. de Verneuil de son rang, de ses biens et de sa liberté. L'ancien Gama et sa fille Clémence avaient été exilés dans les plaines du Nord, une punition bien pire que la prison pour une mondaine comme Clémence. Ils passeraient le reste de leur vie à se débattre pour survivre dans le pergélisol, dépouillés de leurs titres et de leur fierté. Mais pendant que Pierre faisait la guerre dans la salle de conférence et devant les tribunaux, je menais une bataille différente dans l'aile Est. Ma convalescence était lente. Les côtes contusionnées rendaient le rire douloureux. Et le poids psychologique de tenir un pistolet, de tirer sur un loup pour sauver Léon, pesait sur moi. Je n'étais pas une soldate. J'étais une serveuse, une survivante, et maintenant quelque chose d'autre, quelque chose d'infiniment plus complexe. J'avais d'abord remarqué le changement chez le personnel. Avant, ils me voyaient à peine. Maintenant, quand je marchais dans le couloir avec ma canne, les têtes s'inclinaient. Le personnel de cuisine préparait les repas de Léon selon mes spécifications nutritionnelles exactes sans se plaindre. Même le nouveau chef de la sécurité, un mercenaire imposant nommé Olivier, s'arrêtait pour me saluer quand j'entrais dans une pièce. J'avais gagné ma place au prix de mon sang, mais il restait la question du papier, du contrat. Il reposait dans le tiroir de ma table de chevet. Techniquement, il me restait encore 10 mois à remplir mon mandat de fausse Luna. Mais tout avait changé. La mascarade avait disparu. Les frontières entre les affaires et la survie s'étaient estompées jusqu'à l'oubli. Pierre était resté distant depuis l'attaque. Il avait dormi sur la chaise à côté de mon lit pendant la première semaine, se réveillant au moindre bruit, vérifiant le périmètre comme un animal en cage. Mais à mesure que je guérissais, il s'était retiré. Il passait 18 heures par jour dans son bureau. Je savais pourquoi. Il se blâmait. Il sentait que sa négligence lui avait presque coûté les 2 personnes sans lesquelles il avait réalisé qu'il ne pouvait pas vivre. Je savais que je devais forcer sa main. Je n'allais pas attendre qu'il se morfondre dans 5 années d'isolement supplémentaire. Un mardi pluvieux, 1 mois après l'attaque, je m'étais habillé avec détermination. Je n'avais pas mis les robes de soie que les stylistes m'avaient achetées. Je portais un blazer bleu marine impeccable sur un chemisier crème et un pantalon ajusté. J'avais l'air d'une PDG, pas d'une concubine. J'avais pris un épais dossier noir que j'avais passé les 2 dernières semaines à compiler et j'avais marché jusqu'au bureau de l'Alpha. Olivier, le nouveau garde, s'était écarté instantanément. « Madame, il est en conférence téléphonique avec les chefs de clan européens. »« Il peut les rappeler » avais-je dit calmement, ouvrant les lourdes portes en chêne. Pierre était debout près de la fenêtre, le téléphone pressé contre son oreille, fixant la tempête. Il avait l'air épuisé, ses épaules étaient tendues, sa posture défensive. Quand il avait entendu la porte, il s'était retourné, prêt à s'en prendre à l'intrus. Quand il m'avait vu, l'agression avait fondu instantanément, remplacée par une préoccupation douce et lasse. « Je dois vous laisser », avait dit Pierre au téléphone, raccrochant sans un au revoir. Il avait traversé la pièce en 3 enjambées. « Marie, devriez-vous être debout ?»« Le médecin a dit que je guérissais, pas que j'étais invalide », avais-je interrompu. J'étais passé devant lui et m'étais assise dans le fauteuil en cuir en face de son immense bureau en obsidienne. J'avais placé le dossier noir entre nous. « Asseyez-vous, Pierre, nous négocions. » Pierre avait cligné des yeux confus. Il s'était assis lentement. « Négocier quoi?
Si c'est pour les améliorations de sécurité, j'ai déjà approuvé les détecteurs de mouvement pour la Chambre de Léon. Ce n'est pas une question de sécurité, c'est une question de nous et d'argent. Pierre avait soupiré, passant une main dans ses cheveux foncés. Marie, s'il vous plaît, je vous ai dit que la dette était effacée. J'ai moi-même supprimé le dossier du serveur Delacroix Finance. Vous ne me devez pas un centime. La maison où votre mère a vécu vous appartient. C'est fait. Ce n'est pas fait, avais-je dit, ma voix stable, parce que je n'ai jamais accepté la charité. J'avais ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des projets juridiques et une déclaration de mission. Vous m'avez embauché pour être une Luna parce que vous aviez besoin d'un coup de pub, avais-je commencé. Vous aviez besoin que le clan voie un côté plus doux de l'administration de la Croix. Eh bien, vous l'avez eu. Mes taux d'approbation sont plus élevés que les vôtres. Le clan me fait confiance parce que je suis l'une des leurs. Je sais ce que c'est que de devoir choisir entre le loyer et les médicaments. Pierre avait regardé les papiers, intrigué malgré lui. Où voulez-vous en venir? C'est une proposition pour l'initiative Oméga, avais-je dit en tapotant le document. C'est une branche philanthropique de Delacroix Global. Nous fournissons des prêts médicaux sans intérêt aux membres du clan à faible revenu. Nous finançons des logements accessibles pour les familles avec des enfants handicapés. Nous réformons le système d'éducation spécialisé du clan. Je l'avais regardé dans les yeux. Je la dirigerai. Je serai la directrice exécutive. Je veux un salaire, Pierre. Un salaire au prix du marché. Et avec ce salaire, je vous rembourserai les 200 000 € des factures de ma mère. Chaque centime, avec intérêt. Pierre m'avait regardé. Le silence s'était étiré pendant une longue, douloureuse minute. Il avait regardé la femme qui avait plongé devant un fauteuil roulant, qui avait tiré sur un loup pour sauver son fils et qui était maintenant assise dans son bureau, exigeant le droit de payer une dette qu'il avait déjà pardonnée. Il avait alors réalisé qu'il n'avait jamais rencontré personne comme moi. Je ne voulais pas de son pouvoir. Je voulais ma propre dignité. « Vous voulez travailler ?» avait demandé Pierre doucement. « Vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez avoir n'importe quoi. »« Je ne veux rien, » avais-je dit, ma voix s'adoucissant juste un peu. « Je veux être ici, Pierre, mais je ne peux pas être ici comme votre dépendante. Je ne peux pas être la pauvre fille Oméga que vous avez sauvée. Cette dynamique de pouvoir, ça ne fonctionnera pas. Si nous voulons faire ça, si nous voulons être une vraie famille pour Léon, nous devons être égaux. J'ai besoin de savoir que je me tiens à côté de vous, pas derrière vous. » Pierre s'était levé. Il avait contourné le bureau. La pluie fouettait les vitres, mais à l'intérieur, l'air était chaud. Il n'avait pas regardé le dossier. Il m'avait regardé. « Égaux », avait-il répété, testant le mot. Oui. Pierre avait fouillé dans sa poche. Il en avait sorti une petite boîte de velours. Il la portait depuis 3 semaines, depuis la nuit du siège. Il avait été terrifié de me la donner, terrifié que je la voie comme une autre chaîne, un autre contrat. Mais je venais de prouver qu'aucune chaîne ne pouvait me retenir. « J'accepte votre proposition », avait dit Pierre, sa voix emplie d'émotion, « à une condition. » J'avais haussé un sourcil, mon cœur commençant à marteler contre mes côtes. « J'écoute. » Pierre était tombé à genoux. La vue du roi Alpha, l'homme le plus craint de la côte atlantique, agenouillé sur le tapis persan, m'avait coupé le souffle. « La condition est que vous dirigiez cette fondation en tant que mari de la Croix, » avait dit Pierre. Il avait ouvert la boîte. Ce n'était pas un diamant. Pierre savait que j'aurais détesté un diamant. J'aurais pensé que c'était du gaspillage. Au lieu de cela, c'était une bague en or blanc tressée, complexe et délicate, ressemblant aux ronces du blason du clan. Mais au lieu d'épines, les vignes tenaient un unique saphir gris rare, la couleur exacte des yeux de Léon et de Pierre. « Je ne veux pas d'un contrat, » avait murmuré Pierre, prenant ma main tremblante. « Je ne veux pas d'une employée. Je veux d'une partenaire. Je veux la femme qui m'a appris à être de nouveau un père. Vous avez sauvé sa vie, Marie, mais vous avez aussi sauvé mon âme.
J'étais un fantôme dans cette maison jusqu'à ce que vous entriez et que vous ouvriez les rideaux. Les larmes avaient débordé de mes cils. Marie, épousez-moi, avait-il imploré, ses yeux gris cherchant les miens. Pas pour le clan, pas pour les caméras. Épousez-moi parce que je vous aime. Épousez-moi parce que je ne peux pas imaginer me réveiller un seul jour sans me disputer avec vous à propos d'hydrothérapie ou de plan d'affaires. J'avais ri, un son mouillé et étouffé. J'avais glissé de la chaise, tombant à genoux pour être à son niveau. Vous allez être un patron terrible, avais-je souri, les larmes coulant sur mon visage. Je vous laisserai diriger les réunions, avait-il promis. Oui, avais-je chuchoté, posant mon front contre le sien. Oui, Pierre, je t'épouse. Il avait glissé la bague à mon doigt. Elle me convenait parfaitement. Et pour la première fois dans l'histoire du clan de la Croix, le roi avait embrassé sa reine non pas comme une possession, mais comme son égale. 1 an plus tard, la chambre d'enfant était baignée de la douce lumière dorée de la fin d'après-midi. Cela avait été une année de changements massifs. L'initiative Oméga était un succès retentissant, vanté dans toute la région pour avoir stabilisé l'économie des couches inférieures. J'étais plus occupé que jamais, jonglant entre les réunions du conseil et les babyphones. Pierre avait changé aussi. Il était toujours l'alpha, toujours féroce, toujours protecteur, mais l'obscurité avait disparu. Il rentrait à 17 heures. Il prenait ses week-ends. Mais le changement le plus important se produisait en ce moment même sur le tapis moelleux de la chambre d'enfant. Léon avait maintenant 7 ans. Il devenait plus fort chaque jour grâce à l'hydrothérapie et aux nouveaux spécialistes que j'avais engagés. Il était assis sur un siège au sol adapté, les yeux fixés intensément sur le berceau devant lui. À l'intérieur du berceau se trouvait Espérance, notre fille âgée de 3 mois. Elle soufflait des bulles, agitant ses petites poings potelées en l'air. J'étais assise à proximité, pliant du linge, tandis que Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, venant de rentrer de patrouille. Il s'appuyait contre le cadre, regardant son fils interagir avec sa fille. Léon avait tendu une main tremblante. Il avait touché doucement le pied du bébé. Espérance avait gloussé et avait donné un coup de pied. Léon avait pris une profonde inspiration, son visage plissé de concentration. Il travaillait avec une orthophoniste depuis 6 mois, émettant des sons gutturaux, apprenant à contrôler les muscles de sa gorge, mais il n'avait jamais formé un mot clair. Il avait regardé le bébé. Il m'avait regardé. Sss! Léon avait sifflé, sa mâchoire tremblant d'effort. J'avais figé. J'avais posé le linge. Pierre s'était redressé, retenant son souffle. Sors! Léon avait poussé l'air à travers ses dents. Il avait fermé les yeux en les serrant fort, combattant son propre corps, déterminé à revendiquer son rôle de grand frère. Le mot était hésitant. Il était doux. Il était brisé. Mais il était là. Sœur. J'avais couvert ma bouche. Ma bouche, un sanglot s'échappant de ma gorge. Pierre avait laissé tomber son sac tactique. Il avait traversé la pièce en courant, tombant à genoux à côté de son fils. « Léon !» s'était étouffé Pierre, les yeux écarquillés. « Peux-tu le redire, mon grand ?» Léon avait ouvert les yeux. Il avait regardé son père, rayonnant d'une fierté si brillante qu'elle éclipsait le soleil. Il avait pointé le berceau. « Sœur !» avait-il dit de nouveau, plus fort que c'était pris. Avait enroulé mes bras autour de Léon d'un côté, et Pierre avait enroulé les siens de l'autre, enserrant le garçon dans une étreinte féroce. Le bébé, sentant l'excitation, avait poussé un petit cri joyeux. « C'est ça !» avait chuchoté Pierre dans les cheveux de son fils, des larmes coulant sans honte sur le visage du roi Alpha. « C'est ta sœur et tu es son frère. Tu es son protecteur. » Léon m'avait regardé. Il avait lentement déroulé son poing et avait posé sa main sur la mienne, exactement comme il l'avait fait dans ce couloir sombre la nuit de notre rencontre. Il n'avait pas eu besoin de parler pour me dire ce qu'il ressentait, mais il avait retrouvé sa voix de toute façon parce que je lui avais donné le courage de la trouver.
Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Est-ce que tout s'est bien terminé? On pourrait le croire. On a notre famille, notre travail. Léon s'épanouit, Espérance grandit si vite. Mais la vie, ce n'est jamais un conte de fées sans fin, n'est-ce pas? Il y a des jours où l'ombre du passé est encore là, des doutes qui s'insinuent. J'oublie parfois le nom d'un membre du conseil ou la date exacte d'une réunion. Mais on y fait face, ensemble. C'est peut-être ça, l'amour. Pas la perfection, mais le courage de continuer, même quand on n'est pas sûr de la destination, quand on se contredit parfois, quand on se cherche encore un peu. C'est ma vie, et je ne la changerai pour rien au monde. Enfin, la plupart du temps.